Voilà, et on est avec Jacques Monin. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la cellule investigation de Radio France. Radio France, qui fait donc partie du consortium international des journalistes d'investigation et qui vient donc de sortir cette enquête sur l'évasion fiscale de ces nombreuses personnalités. C'est parce que vous faites partie de ce consortium que vous avez été amené à travailler justement sur cette enquête. Oui, absolument. Ce sont les partenaires du consortium en fait, qui sont activés par le consortium au moment où le consortium hérite de ces 12 millions de documents. Et il y a une somme telle de fichiers à analyser en fait qu'à ce moment-là on n'est pas de trop. Alors cela dit, c'est un projet hors norme puisqu'on est à près de 600 journalistes, ça, oui, 150 médias, 117 pays. Je crois que depuis les Panama Papers, il n'y a pas eu d'enquête aussi importante et celle-là est plus importante à la fois en termes de fichiers analysés, en termes de cabinets aussi de création de sociétés offshore auxquels on a eu accès puisqu'on en a eu 14 et de personnes mobilisées pour travailler dessus. Et comment se répartit le travail alors? Vous, notamment à Radio France, vous avez travaillé sur la partie française, sud de la France, là, avec cette villa du Premier ministre tchèque. Voilà, dès le départ, on se dit, bon, vous travaillez sur telle zone, telle... Alors, on a accès à l'intégralité des documents. Donc, on a effectivement ces 12 millions de fichiers, mais il y a toute une première phase de travail qui consiste en fait à essayer de détecter à l'intérieur de cette somme quels sont les clients entre guillemets français qui peuvent y figurer, quels sont les non français. Et on a identifié effectivement en cherchant un certain nombre de noms. Alors on passe au crible tous les politiques français, tous les députés, tous les sénateurs, tous les gouvernements passés, présents, etc., les hommes d'affaires, toutes les personnes qui sont en vue, y compris des stars du monde du show business ou du sport. Et c'est comme ça qu'on arrive à identifier un certain nombre de noms. Et quand ces noms apparaissent, effectivement, après, il y a un travail pays par pays. C'est-à-dire les Indiens, en général, travaillent plutôt sur des dossiers indiens. On l'a vu avec ce reportage au Canada. Jacques Villeneuve y est mis en valeur. Nous, on a effectivement travaillé sur la partie plus française. Et parmi cette partie française, l'affaire du Premier ministre tchèque nous a particulièrement intéressés. Parce qu'elle est révélatrice aussi de procédés, disons, qui sont mis en place sur la Côte d'Azur et pas seulement avec le Premier ministre tchèque. Alors vous l'avez dit, il y a presque 12 millions de documents. Comment on fait pour travailler dessus, pour être très clair? C'est-à-dire comment vous procédez? Il y a des logiciels de recherche, parce que j'imagine que vous ne pouvez pas tout éplucher de visu, tout simplement. Non, alors je ne rentrerai pas dans les détails, parce que tout ça c'est secret quand même. Mais l'ICIJ est extrêmement bien équipé et possède effectivement des logiciels qui maintenant, sur les premiers projets, c'était un peu plus artisanal, mais maintenant nous permet quand même de manière assez industrielle, entre guillemets, quand on a affaire à des millions de documents, on ne peut pas faire autrement, d'aller piocher, chercher, faire des recherches assez pointues sur qui nous intéresse à l'intérieur de ces fuites. Qu'est-ce qu'elle dit cette enquête? Que l'évasion fiscale est une pratique toujours généralisée en fait, avec ce rôle des banques et aussi de certains États qui sont peu regardants ou même actifs pour l'optimisation fiscale? Ah oui, effectivement, la première chose qu'elle dit, c'est que ça continue. Donc ça, c'est pas neuf. Mais c'est pour ça que ça s'appelle les Pandora Papers. La boîte de Pandore, c'est cette boîte qu'on ouvre dans laquelle on trouve toujours quelque chose. Et là, effectivement, on pouvait penser que 5 ans après les Panama Papers, on aurait pu penser que certains auraient fait attention ou qu'on aurait peut-être décéléré. Là, on parle toujours de milliers, de milliards de dollars qui sont planqués dans les paradis fiscaux. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que le double discours est à tous les étages. Enfin, on a vu avec l'affaire Tony Blair, taxer plus l'immobilier, dit sa fondation, et quand lui achète une propriété de 9 millions de dollars à Londres, il ne rachète pas la propriété, mais la société qui la possède aux îles Vierges britanniques. Ce faisant, il n'y a pas de droit de mutation, et donc il évite de payer 400 000 dollars d'impôts. On le voit au Liban. Au Liban, où Premier ministre, ancien Premier ministre, ancienne personnalité chargée de lutter contre la corruption, un ancien ministre d'État qui lui-même tensait ses collègues en leur disant il faut faire quelque chose contre la fraude fiscale parce que le pays est en crise, qui lui-même possède une société aux îles Vierges britanniques avec un yacht évalué à 2 millions d'euros. Donc c'est ça que ça dit aussi. Oui, et ça décrédibilise un peu plus la parole politique, encore une fois. Alors malheureusement, oui, c'est ce qu'on vous dira. Alors face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas le divulguer pour préserver effectivement la confiance qu'on peut avoir dans les politiques ou le peu de confiance qui reste encore dans le milieu politique, ou au contraire le divulguer en espérant que le message sera entendu, que les réformes seront faites et que peut-être les comportements changeront. Le débat, il est là. C'est la question. Quelles sont les conséquences de ces enquêtes? On se souvient des Panama Papers, vous l'avez rappelé en 2016.
Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Je crois que les services fiscaux de nombreux pays se sont mis en recherche. Ils ont récupéré de l'argent. Ils ont récupéré de l'argent, à peu près 1 milliard et quelques centaines de millions, je crois, sur l'ensemble de la planète. Ça paraît peu quand même par rapport aux sommes qui sont évoquées dans vos enquêtes. Oui, puis ça, pour le coup, c'est conjoncturel, c'est pas structurel. Ça change rien à l'architecture globale de ce qu'on découvre encore aujourd'hui. Mais ce qu'on voit dans cette enquête aussi, c'est qu'il y a une espèce de géopolitique, c'est-à-dire c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis. Parce que les États-Unis ont été un des leviers qui a permis de faire avancer la levée du secret bancaire, par exemple, notamment en Suisse. Mais on se rend compte que les Américains aussi ont un double discours. Parce que les mêmes qui tordent le bras des Bahamas et de la Suisse en leur disant « dites-nous quand des Américains ont des comptes chez vous », d'abord refusent de le faire. Donc n'accordent pas la réciprocité. Et surtout, ils ont une douzaine d'États aujourd'hui qui sont en train de devenir, il y avait le Delaware, mais le Dakota du Sud, le Nevada, etc., sont en train de devenir des paradis fiscaux. Et les États-Unis, aujourd'hui, dans la liste des paradis fiscaux, sont en train de devenir un des 3 premiers paradis fiscaux au monde. Donc ça, c'est quand même relativement nouveau. On attend la réaction officielle des États-Unis. D'autres États ont déjà rejeté les conclusions de cette enquête, notamment la Jordanie, je crois, qui vient de le faire en disant ça, c'est un peu compréhensible. Voilà. On ne s'attendait pas à l'inverse. Merci, Jacques. Juste un mot, le roi de Jordanie, c'est 106 millions de dollars de propriétés, 14 propriétés, toutes planquées, abritées derrière des paradis fiscaux. Merci Jacques Monin d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur cette enquête.